Attention, please. Kick this shit. Salut les complotards, moi c'est Babar. Ouais. Et donc aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo avec notre célèbre mascotte, Tom Benoît, parce qu'en fait, bon, on va pas forcément trop lui taper dessus aujourd'hui, on va surtout taper, si quand même un petit peu sur lui, dans le sens où on va surtout taper sur tous les économistes qui vous disent ouh là, l'or c'est génial, le dollar c'est de la merde, c'est une monnaie de singe, l'euro aussi c'est une monnaie de singe, et blablabla blablabla blablabla. Et dans cette vidéo, on va vous démontrer que en fait, le dollar ne perd pas de valeur à travers le temps, contrairement à ce qui est dit, et que plutôt c'est le contraire, c'est qu'il gagne de la valeur. Et on va commencer tout d'abord par cette petite vidéo de Tom Benoît où il avait invité Alain Madelin, parce que c'est quand même assez important, et c'est là où en fait on voit quelle escroquerie est Tom Benoît, parce qu'en fait... on voit qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez justement de ma vidéo sur lui, où justement on avait montré que d'un coup il nous parlait un petit peu de shadow banking et il nous disait que 2 dollars sur 3 étaient faits en dehors de l'Europe, ce qui m'avait quand même plutôt étonné qu'il soit au courant de ça, parce qu'il parle jamais du marché de l'euro-dollar comme ce que je fais. D'ailleurs justement, si vous voulez vraiment comprendre pas mal de choses de cette vidéo, en fait il faudrait d'abord aller voir la vidéo où je parle justement du quantitative easing, et aussi la vidéo où je dis que les banques centrales n'ont pas de pouvoir, parce que en fait dans ces deux vidéos on aborde tout plein de concepts qu'on n'abordera pas dans cette vidéo, mais qui est important de comprendre avant de voir cette vidéo, et parce que je peux pas faire à chaque vidéo refaire tous les concepts que j'ai fait dans mes anciennes vidéos, sinon la vidéo prendrait 15 ans. Alors là, Madelin, la Banque Centrale Européenne a décidé de créer un euro numérique. Elle a mandaté entre autres Amazon pour étudier la structure de cet euro numérique. En réalité, quasiment l'intégralité des grandes banques centrales du monde vont créer une monnaie numérique. Mais vous qui avez été ministre de l'économie et des finances, dites-moi, la numérisation partielle tout au moins de la monnaie fiat existe déjà, elle est apparue avec l'informatisation de la société. Que pourrait apporter une monnaie numérique? C'est une bonne observation. On a le sentiment que comme il y a eu les monnaies numériques un peu dans l'air du temps, les banques centrales ont voulu s'habiller à la botte. Oui, c'est ce que dit Jacques de la Rosière. Voilà. Et elles se sont dit, on va faire nous aussi des monnaies numériques. Vous avez d'énormes... Voilà, alors ça je suis pas du tout d'accord, dans le sens où si vous voyez ma vidéo sur les monnaies numériques de banque centrale et l'IA, on voit quand même qu'il y a des intérêts pour les banques centrales. Énormes réserves qui ont explosé avec la crise de 2007-2008, qui ont explosé avec le Covid, etc., qui sont les réserves des banques auprès des banques centrales. Avant, elles avaient ça, de réserve, maintenant, elles ont ça. C'est une monnaie qui est inerte. Alors bien sûr, une banque centrale une banque peut aller sonner à la porte d'une banque centrale et dire « Écoutez, je voudrais que vous me donniez 5 milliards en cash. » On peut lui donner 5 milliards en cash. Et à ce moment-là, c'est de la monnaie qui va venir circuler et qui va être une monnaie c'est une équivalent d'une création monétaire à ce moment-là. Quand elle est encapsulée à la banque centrale, ce n'est pas de l'argent qui circule, ce n'est pas une création monétaire. Si la banque le récupère en cash et le fait circuler, ça devient une création monétaire. Les banques ne le font pas, bien évidemment. Parce que... Alors ça, je suis pas du tout d'accord, parce que comme on a vu justement dans les autres vidéos que je vous ai dit de voir, ce qu'il est en train de parler, les réserves bancaires, c'est la monnaie de banque centrale. Et comme on avait vu, on peut transformer des réserves bancaires en cash, on est d'accord, sauf que pour que ce cash circule dans l'économie, il faut d'abord qu'il y ait une création en monnaie commerciale, qui soit créée un prêt ou quelque chose, qui est une écriture comptable en monnaie commerciale, pour pouvoir transformer l'argent que vous avez électroniquement sur votre compte en banque en cash. Le cash, ce n'est qu'une transformation d'une monnaie de l'économie réelle en une autre forme de monnaie de l'économie réelle. Mais quand une banque demande du cash, elle va pas le distribuer s'il n'y a pas de richesse quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? La banque, elle peut demander 5 milliards en cash, elle peut emprunter 5 milliards de réserves bancaires et le mettre en cash,
Mais ensuite, elle peut pas le sortir dans l'économie réelle si les gens ne retirent pas cet argent aux distributeurs. Et de toute façon, la banque se retrouverait en faillite si elle faisait ça. Et si jamais les gens ont retiré ces 5 milliards en liquide, ça augmenterait pas la masse monétaire de l'économie réelle parce que c'est simplement les dépôts des gens qui sont sur leur compte en banque qui seraient transformés en cash. C'est tout. Ce serait pas une création monétaire. Sur ça, je suis pas du tout d'accord. Que ça serait stupide. Le jour où les gens disent, écoutez, je vous la donne en monnaie numérique, à ce moment-là, vous pouvez avoir un point de création monétaire, alors que jusqu'à présent, il n'y en a pas, c'est à peu près régulé, la création monétaire. Vous pourriez avoir une fuite vers la création monétaire. Je m'arrête là. C'est une crainte que je... C'est une crainte technique que je fais. Là, je suis assez d'accord parce que comme on a vu justement dans les vidéos que je vous ai dit de voir, on a le système TIPS de paiement instantané au sein de l'Europe où on utilise déjà des euros numériques et ce qui est décidé, c'est qu'ils veulent transformer ça. Enfin, ils font plusieurs types de tests entre la Banque d'Italie, la Bundesbank et la Banque de France, où chacun a son propre système. Et grosso modo, ce que la Banque centrale aimerait bien faire, ça serait prendre TIPS, ajouter une blockchain sur TIPS et de faire comme ça justement les euros numériques. Et en fait, justement, on voit même par rapport à la BIS, la Banque des règlements internationaux et tout ça, qu'en fait ils veulent tous faire une monnaie de banque centrale unique qui serait utilisée par tout le système financier. Et en fait c'est pour ça que je comprends sa crainte, c'est qu'on aurait plus d'un côté la monnaie de banque centrale et la monnaie commerciale de l'autre, ça serait que tout serait monnaie de banque centrale et pourrait y avoir une création monétaire, etc. On est d'accord sur ça. Mais pour l'instant, c'est plutôt, une mode. Jacques Delarosière, ancien gouverneur de la Banque de France, vous l'avez rencontré. Il parle de crypto-monnaie et des craintes qu'elle soulève. C'est un entretien exclusif qui vous a apporté, qu'on verra bientôt sur TV5 Monde. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils font ça parce qu'ils ont peur de la concurrence, des crypto-monnaies. Et la peur de la concurrence n'est jamais bonne conseillère. Il faut réfléchir à pourquoi il y a un transfert de l'intérêt des citoyens vers les crypto-monnaies. Parce qu'elles sont libres, parce qu'elles ne peuvent pas être taxées de la même façon. Parce que c'est décentralisé, parce que c'est pas dirigé par le système bancaire. Un système centralisé. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce qu'il dit. C'est pas tout à fait vrai. Parce que surtout, les gens y voient un moyen de spéculation. Et surtout de sortir du système bancaire traditionnel. Et aussi de sortir du système bancaire traditionnel. Mais voilà. Je suis plutôt d'accord, ça aussi. Et c'est pas une vraie concurrence. En réalité, ce n'est pas une vraie concurrence pour les monnaies de banque centrale. D'ailleurs, les monnaies de banque centrale, juste un mot, les banques centrales. Vous savez que sur les dollars qui sont créés dans le monde, le dollar est la grande monnaie d'échange. La monnaie de réserve de référence. Oui, voilà. Le dollar, c'est la monnaie mondiale. Vous savez que les dollars qui sont créés, il y a 2 dollars sur 3, et peut-être un peu plus aujourd'hui, rapport de la BRI, qui sont créés en dehors des États-Unis, qui sont créés par la finance internationale de marché. Regardez la tête de Tom Benoît. Le shadow banking. C'est-à-dire que vous avez, depuis des années, mais en tout cas ça a explosé, on l'a bien vu avec 2007, vous avez un nouveau régime monétaire totalement différent de ce qui était avant. Oubliez tout ce que vous avez lu dans vos manuels. C'est une nouvelle monnaie qui est créée par la levée de dette sur le marché international. Est-ce que le système monétaire est en train de se diviser? Pour conclure, est-ce qu'on assiste à une division assez chaotique du système monétaire avec d'une part des parties très privées, des crypto-monnaies, des monnaies numériques de banque centrale, des monnaies de réserve de référence qui commencent à être bouleversées également, puisqu'il y a beaucoup de pays qui ne traitent plus en dollars également? Mais non. Donc, selon vous, le dollar a encore un avenir hégémonique? Non, ce qui est dominant aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le global money. Oui. La monnaie internationale qui a financé la mondialisation en réalité. Oui. C'est cette monnaie-là qui a financé la mondialisation. Mais si on parle de mondialisation, même Bernard Arnault, ça a été de la création démesurée de monnaie il y a quelques années. Lors d'une conférence donnée à Polytechnique, Bernard Arnault, qui est quand même pas le moins expérimenté. Mais il n'y a pas eu de création. On voit bien là que Tom Benoît qui me dit que je suis un escroc parce que soi-disant je plagie ses propos sur la monnaie de banque centrale, là il est en train de prouver qu'il ne connaît qu'à ce moment-là, il ne sait pas ce que c'est que des réserves bancaires et de la monnaie de banque centrale. Il a même rien compris, vu sa question, il a rien compris à ce que vient de dire Alain Madelin. Et Alain Madelin, il est en train de dire exactement ce que je vous dis, c'est le marché de l'euro-dollar. La seule différence où je suis pas d'accord avec ce que dit Alain Madelin, c'est qu'il dit c'est un tout nouveau système monétaire. Non.
le marché de l'euro-dollar, comme on l'a vu dans les autres vidéos, il existe depuis les années 50. Ce qui a changé depuis la crise de 2007-2008, c'est que depuis 2011, on utilise la dette des États comme collatéral dans ce système monétaire, et qu'avant on utilisait un peu tout et n'importe quoi, d'accord ? Mais je veux dire, il n'y a pas eu une explosion particulière de ce marché depuis 2007-2008. Non, l'explosion, elle s'est faite surtout à ses débuts, entre les années 50 et jusqu'à la fin des années 70. Et après, forcément, il a continué à augmenter. On a bien vu qu'en 97, 90% des prêts internationaux étaient faits en euro-dollars. Donc après, quand il reste quoi ? Il reste 10%. Donc on peut pas dire que c'est pas à 100% aujourd'hui. D'ailleurs, on connaît pas le chiffre. D'ailleurs, lui, il nous dit 2 dollars sur 3. Or, en 97, c'était 90%. Donc, on peut pas dire que les choses aient tant changé que ça. Maintenant, mais le principe, on voit bien que Alain Madelin est le seul ici, le seul que j'ai entendu depuis je sais pas combien de temps, qui est le seul qui a compris comment à peu près le système monétaire mondial avec le dollar. Là, Tom Benoît, il est complètement à côté de la plaque. Et en plus, vous allez entendre sa question après, où il est encore plus à côté de la plaque. Mais on voit bien là aussi que quand il a été allé chez Alexis Poulain, il nous avait dit oui, 2 dollars sur 3 sont faits en dehors des États-Unis par le shadow banking. En fait, il a juste répété ce qu'Alain Madelin lui a dit, mais en fait, sans le comprendre. En fait, c'est ça aussi que je remarque de plus en plus en apprenant sur Tom Benoît, c'est qu'en fait, c'est juste un perroquet. Il répète des trucs à droite, à gauche, mais en fait, il ne comprend aucun concept économique. Il est complètement perdu. D'ailleurs, vous allez voir la question qu'il pose après, il va être complètement perdu. Démesurée de monnaie. S'il y avait une création démesurée de monnaie, vous savez très bien que ça donne l'inflation. Le volume monétaire a été multiplié par 4 en 40. Le volume monétaire global a été multiplié par 4 en 40 ans. Mais non, mais non. Non. C'est de la monnaie, la nouvelle monnaie qui circule aujourd'hui dans le monde, c'est une dette qui est adossée à un titre, un collatéral, qui est adossé à un titre public de première qualité. Titre public de première qualité, c'est les bons du Trésor américain, c'est les bonds allemands. Ce sont aussi, grande chance, un petit peu nos bons du Trésor à nous. Et donc, ce qui signifie que c'est ça la nouvelle monnaie aujourd'hui. Donc nous n'aurons pas de problème pour matérialiser la monnaie qui existe aujourd'hui. Pour matérialiser, c'est-à-dire pour rembourser la dette, nous allons franchir les 3 000 milliards de dettes. Standard Poor's. Ça, vous n'aurez pas de problème si vous avez la croissance. Si vous n'avez pas de croissance. Alors là, déjà, vous voyez, Tom Benoît n'a pas compris ce que vient de lui dire Alain Madelin. Et là, il va un peu mal répondre, Alain Madelin. Il s'est un peu fait avoir. Mais bref. Tom Benoît nous dit, oui, va falloir rembourser la dette. Alors que Alain Madelin vient de nous dire que pour avoir des dollars, il faut un collatéral de public de première qualité, qui est par exemple la dette française. Donc, si on rembourse la dette, il n'y a plus de collatéraux. C'est comme ça, hein. Donc le mec n'a absolument rien compris à ce qu'on lui dit. Elle devient plus difficile puisqu'elle est quasiment à zéro en ce moment. Non mais je reviens, c'est le gros problème. Donc tout le défi est là. Pour rembourser, on peut faire des dettes, on peut encore faire des dettes. Justement, mais pour pouvoir les rembourser, il faut de la croissance. Pour terminer, pour conclure Alain Madelin, est-ce qu'il faut que Standard & Poor's abaisse la note de la France pour que le ministère des Finances... Mais tout le monde se fout de Standard & Poor's. L'émission de dette. Tout le monde se fout de Fitch et de Standard & Poor's. Mais oui. La une de géostratégie. Les banques centrales face aux BRICS, donc un numéro qui est en kiosque pour encore quelques semaines, et la une... Alors là, vous avez un énorme problème, c'est la pénurie totale de dollars aujourd'hui dans le monde. Mais pas en liquide apparemment, c'est peut-être la circulation de dollars en argent liquide qui pourrait sauver l'hégémonie du dollar. Qu'en pensez-vous ? Non. Non, ça c'est marginal. Là, vous avez une pénurie de dollars dans tous les pays émergents, qui créent des situations économiques impossibles aujourd'hui. Merci Alain Madelin. Benoît. Merci beaucoup. Directeur. Je sais pas, vous avez vu un petit peu là, Tom Benoît, il s'est fait recaler totalement par Alain Madelin. Le mec ne connaît vraiment rien à rien. Le mec il croyait. Le mec. Quand il parle de l'argent liquide, il dit qu'il y a des tonnes d'argent liquide, alors que en fait, non. Et d'ailleurs maintenant, quand vous entendez justement, on avait vu dans la vidéo justement sur Tom Benoît, où au bout d'un moment, il dit Alexis Poulain que genre le cash en dollars, ça représente rien du tout. Il le sait depuis quand ? Depuis qu'il a croisé Alain Madelin. Donc en fait, le mec ne travaille pas de ces sujets. Là, il s'est fait complètement retoquer. Hein. Et ce qu'il faut bien comprendre dans tout ce marasme, c'est que Alain Madelin dit tout ce que je vous dis, hein,
que la plupart des dollars sont faits en dehors de la juridiction de la Fed, que justement c'est adossé à un collatéral qui est la dette des États, et il nous dit aussi que il y a une pénurie de dollars mondial dans les pays émergents, dont les BRICS, et que c'est un vrai problème, et que moi, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que les BRICS essayent d'autres moyens de transaction qui finalement ne marchent pas. On l'a vu entre l'Inde et la Russie avec les roupies, parce qu'il y a une pénurie de dollars. Et donc justement, les BRICS doivent trouver d'autres moyens de paiement que le dollar s'il y a une pénurie de dollars. Mais malgré que Tom Benoît il a entendu ça, vous remarquez toujours qu'il ne vous en parle pas de cette pénurie de dollars. Il va maintenant, il vous dit oui, les BRICS veulent se dédollariser, elles veulent trouver de nouveaux moyens de transaction, blablabla, 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 blablabla. Donc vous voyez bien qu'il fait que ce qu'il arrange. Et donc là, il n'y a pas longtemps, là, il y a 5 jours, c'est-à-dire le 30 juillet, il nous a fait cette vidéo sur le shadow banking, la finance de l'ombre menace Europe, blablabla. On a déjà vu tout ce qu'il dit dans cette vidéo, on l'a déjà vu dans la vidéo où on dit qu'il raconte n'importe quoi, où il était passé sur Finance TV. Mais vous voyez, c'est ces vidéos de hautcoffre.com, donc on voit bien que le monsieur là, il a des conflits d'intérêts avec des vendeurs d'or, et qu'il est simplement obligé de vous faire peur pour vous vendre de l'or, tout simplement. D'ailleurs, j'avais marqué des commentaires et ils en ont effacé un des deux, même si je peux pas le prouver parce qu'une fois qu'il est effacé, il n'y a pas écrit qu'il a été effacé et on va plus dans l'historique. Mais bref, on s'en fout. Et j'ai aussi oublié que si vous aimez mon travail, ce serait très gentil de faire le petit clic, le petit j'aime, le petit abonnement. Ça serait bien qu'on atteigne les 500 abonnés avant décembre. C'est jamais. Et donc justement, par rapport à cette vidéo, ce qui est important, c'est le sujet du jour, comme quoi le dollar ne perd pas de valeur dans le temps, c'est même tout le contraire, c'est qu'il gagne de la valeur dans le temps, pas seulement par rapport aux autres monnaies, mais bien sûr par rapport aux biens et aux services. Et puis là, tous les gens qui sont à fond sur Charles Guin, Tom Benoît ou tous ces escrocs-là, ils vont dire mais Bimbar, t'es tombé sur la tête, tu crois que quand on voit l'inflation, c'est une hallucination collective? J'ai envie de vous dire, oui, c'est une hallucination collective. Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. Parce que en fait, tout le monde vous dit oui, le dollar, il est sous assistance respiratoire et blablabla et blablabla et blablabla. Mais la vérité, c'est qu'il faut examiner les datas pour avoir des conclusions réelles. Donc là, on est sur le DXY. Donc le DXY, c'est l'indice du dollar par rapport à un panier de devises. D'accord? Ce qu'a fait le dollar par rapport à d'autres devises. Et donc on voit de 2007 jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Qu'on voit, et là, il y avait des fluctuations et compagnie. Et ce qu'on remarque, c'est que depuis avril 2011, il s'est passé quelque chose parce que depuis, le dollar n'arrête pas de monter, d'accord? Et on dirait même qu'il monte un peu de plus en plus fort, et surtout en cas de crise, il part vraiment à la parabolique. Mais il y a quelque chose, le système monétaire a changé en 2011, et ce qu'on pourrait dire, c'est que justement, ce qui a changé, c'est par rapport au marché de l'euro-dollar et au fait que maintenant, les collatéraux utilisés, c'est la dette des États. Ça a à voir avec ça. Et justement, ce qu'on voit, c'est que, boum, le dollar a monté depuis tout ce temps-là. Et donc, là, les gens vont me dire, oui, mais comme tu as dit, c'est le dollar par rapport à un panier de devises. Donc, le dollar, il a monté, mais il a simplement monté par rapport aux autres monnaies. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas perdu du pouvoir d'achat. Enfin, en tout cas, par exemple, les Américains n'ont pas perdu du pouvoir d'achat. Et donc, pour vérifier ce fait, ça va pas être compliqué, c'est que on va prendre le dollar,
et on va le comparer par rapport à une autre devise, ce qui s'est passé entre le dollar et une autre devise, et on va comparer ça avec l'inflation pendant une période donnée, d'accord ? Donc là, on est sur les datas de l'inflation du Brésil. Et donc, ce qu'on va faire, puisque le système monétaire a changé depuis 2011, on va regarder combien on a d'inflation en moyenne entre 2011 et 2023 au Brésil. Donc, après calcul, on a 6,54, 6. On va pas se faire chier, on va dire qu'on a 6,55% d'inflation par an, d'accord ? Donc, là, on est sur un truc totalement américain, donc officiel, d'accord ? C'est un site officiel du gouvernement américain. Et donc, on va dire que on a au départ 100 $ d'investissement. On prend sur une période de 12 ans, 2011-2023, et qu'on ait des taux d'intérêt de 6,55%. On voit que l'inflation a été plus que le double au Brésil. Parce qu'en fait, si vous comprenez bien, on est en train de calculer l'inflation du Brésil, combien ça a coûté, d'accord ? Donc, on voit que si l'inflation était des taux d'intérêt au Brésil, on serait parti à 100 $ et on serait arrivé à 214 $. Donc, c'est-à-dire que l'inflation a été plus du double en 12 ans au Brésil, d'accord ? Et donc là, on est sur du réal brésilien contre du dollar. Et on voit que en avril 2011, il était à grosso modo 0,63 $. D'accord ? Donc un réal brésilien valait 0,63 $. Or, aujourd'hui, il vaut plus que 0,17. Donc en fait, le prix a été divisé par 4. Donc, plutôt par 3,5, d'accord, ok. Mais, c'est-à-dire que l'inflation a fait x2, sauf que la monnaie a été divisée par 3,5. C'est-à-dire que si vous prenez un Brésilien, d'accord, la valeur du dollar a augmenté par rapport à l'inflation locale. C'est-à-dire que vous prenez du côté brésilien, le brésilien, les prix des choses est 2 fois plus cher, sauf que le prix du dollar a augmenté fois 3,5. Donc, on voit bien ici que du côté d'un brésilien, le pouvoir d'achat du dollar a augmenté par rapport aux biens et aux services. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le dollar, il peut perdre de la valeur par rapport aux biens et aux services aux USA, mais par contre, il peut gagner de la valeur ailleurs contre des biens et des services. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes un étranger, le dollar peut être vu comme une réserve de valeur, comme l'or. Pour un Brésilien qui avait toutes ses économies en dollars, vous achetez la même chose qu'il y a 12 ans, voire plus, même plus, et au final, c'est tout ce qui les intéresse. Donc, vous voyez bien que là, on a des datas que tous vos économistes préférés qui veulent vous vendre des lettres d'investissement sur l'or ne vous parlent pas. Parce que forcément, ça les dérange. Et donc, on peut faire la même chose avec plusieurs devises. On va passer rapidement parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 2-3 heures non plus. Mais si on compare le Japon par rapport au dollar, comme on a fait entre le Brésil et le dollar, les Japonais qui avaient leurs économies en dollars, ils ont gagné du pouvoir d'achat. Pour les Colombiens, c'est la même chose, ils auraient gagné du pouvoir d'achat. Pour les Indonésiens, c'est pareil. Pour l'Allemagne, l'Italie et la France, pareil,
Par contre, c'est stable. Bon, alors forcément, on va dire qu'il y a toujours une petite marge de quelques pourcents, hein, parce qu'après, je sais qu'il y a des gens, ils vont venir, ils vont faire des calculs et ils vont venir me dire, oui, mais là, il y a une perte de 2%, là, il y a une augmentation de 2%. On fait ça un peu en mode calcul comme sur un coin de table, d'accord? Mais globalement, voilà, on n'est pas à 2% près. On va dire qu'entre l'Italie, l'Allemagne et la France par rapport au dollar, c'est stable, d'accord? Si on compare le Canada par rapport au dollar américain, le pouvoir d'achat a augmenté si les Canadiens avaient eu du dollar américain. Par exemple, pour les Anglais, c'est pareil, c'est à peu près stable. Pour l'Inde, en fait, les Indiens auraient un petit peu gagné du pouvoir d'achat, et par contre si vous prenez le Mexique, si les Mexicains avaient gardé du dollar en économie, par contre là ils auraient perdu du pouvoir d'achat. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que dans la plupart des pays du monde, dans la majorité du monde, le dollar a gagné du pouvoir d'achat depuis la grande crise financière de 2007-2008, et surtout en fait depuis que le marché de l'euro-dollar avec ses collatéraux a changé depuis à peu près 2011, d'accord? Et là vous allez me dire, oui mais Babar, pourquoi c'est important? C'est important parce qu'en fait vous entendez partout des gens vous dire que oui, le dollar va perdre son statut de monnaie mondiale, que c'est pas une réserve de valeur, et toutes ces conneries là, que c'est une monnaie de singe, que plus personne ne veut du dollar, bla 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 bla. Et en fait, le problème c'est que ce que je viens de vous dire sur le fait que dans la majorité des pays, en fait, les gens qui restent en dollars, ils gagnent en pouvoir d'achat, en fait, il faut en tenir compte par rapport à tout ça, parce que si les gens gagnent du pouvoir d'achat en gardant du dollar, en fait, forcément, il va rester comme monnaie mondiale, ça paraît logique. Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. Et ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que va-t-il se passer avec la dette? C'est-à-dire, d'un côté, la dette US aussi, parce que si on vous dit pareil aussi, oui, les USA, ils font marcher la planche à billets, et puis ils ont aussi une dette de 35 000 milliards de dollars, mais souvenez-vous que ça concerne aussi la France, puisque Alain Madeleine nous a bien dit, comme ce que je vous ai toujours dit, que on peut très bien utiliser de la dette française, ou de la dette allemande, ou même de la dette italienne pour obtenir des dollars, et que j'avais même déjà posé cette question-là, c'est combien de fois peut-on réhypothéquer un bon au trésor français pour obtenir des dollars? Et donc, vous avez tout le temps des gens comme Tom Benoît, justement, qui vous dit oui, les taux vont encore monter, encore et encore et encore, c'est la banque centrale qui va devoir racheter la dette française parce que plus personne n'en veut. Pareil pour la dette américaine, plus personne n'en veut. Tous ces pays sont en faillite, c'est de la monnaie de singe, bla 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 bla. Vous connaissez tous ce discours. Sauf que si on regarde les choses en détail comme ce que je viens de faire, c'est faux. Parce qu'en fait, il faut regarder les probabilités de la demande étrangère par rapport aux données que je viens de vous donner. Je veux dire, quand on regarde les données que je viens de vous montrer par rapport avec un Brésilien, on comprend pourquoi les gens de ces pays, ils ont envie d'avoir du dollar pour stocker leurs excédents de productivité, où en plus vous avez un taux d'intérêt qui est, en ce moment il est complètement en chute libre, mais justement, s'il est en chute libre comme aussi la dette française, ça prouve bien. Alors qu'il n'y a pas d'achat massif des banques centrales comme par le passé. Maintenant, ils commencent enfin à baisser les taux, à dire oui, on va peut-être refaire du QE dans la suite, machin chose, ou peut-être pas. Enfin, on ne sait pas. Ils mettent des conditionnalités comme ça, mais ils nous disent tous qu'ils vont baisser les taux, bla 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 bla. Et on voit que les taux sont en train de complètement chuter, ce qui prouve qu'il y a un engouement pour la dette des pays
et que en fait on est toujours dans un problème de collatéraux, qu'il n'y a pas assez de collatéraux dans le système monétaire mondial, et que donc tout le monde se jette sur la dette. Ah, bah, c'est tout simplement une hallucination collective. Et ça, ça prouve bien que dire que les investisseurs ne veulent plus acheter de la dette, c'est un pur mensonge. Dans les faits, eh ben, en fait, on voit bien qu'il y a un engouement. Et en plus, même s'il y avait du quantitative easing, on a bien vu que bizarrement, les taux avaient monté à chaque fois qu'il y avait eu du quantitative easing. Donc en fait, c'est pas le quantitative easing qui fait baisser les taux. Et donc, au vu de toutes ces données, hein, et du fait que justement, les gens dans les pays émergents, ils aiment beaucoup le dollar, contrairement à ce qu'on vous fait croire, hein, et moi, tous ces économistes de pacotille, j'aimerais bien les envoyer en Argentine, par exemple, ou dans ce genre de pays, d'accord, et qu'ils essayent de traverser ce pays avec uniquement de l'or, de l'argent et du bitcoin. Et puis, si ça marche pas, qu'ils essayent la même chose avec du dollar. Moi je vous dis tous, hein, personne ne veut de l'or, de l'argent et du bitcoin dans ces pays. Tout le monde veut du dollar. Et là, moi je vous dis, hein, moi si... de toute façon, on sait que Tom Benoît regarde ma chaîne. Et là, franchement, je vois un Tom Benoît regarder ma chaîne et voilà ce qu'il dirait. Et oui, parce que tous ces gens-là, comme je vous ai déjà dit, ils ont des conflits d'intérêts. Et donc, ils sont tous là, oui, il faut de l'or, il n'y a que ça de vrai, c'est la vraie monnaie, c'est pas du papier, c'est pas de la monnaie de singe, et blablabla, 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 blablabla. Et donc, il faut déjà définir ce que c'est que la monnaie, hein. Donc, la monnaie, c'est un moyen d'échange, d'accord ? C'est une unité de compte qui doit être durable, portable, divisible, pas difficible, divisible et fongible. Et donc, ce qu'on voit, hein, c'est que avec le dollar, c'est un moyen d'échange, hein. Allez donc dans les pays émergents avec des dollars, vous allez voir, vous allez très bien vivre, hein. J'ai même en France, hein, j'ai déjà des commerçants qui m'ont dit qu'ils acceptaient les dollars, hein. Je ne dirai pas quels commerçants, mais des commerçants juste à côté de chez moi. Bien sûr, dans la grande distribution, on va pas vous prendre des dollars, mais je vous parle, vous allez chez le Turc du coin, chez le Chinois du coin, ou chez le fleuriste du coin et tout, moi je peux vous dire qu'il y en a déjà certains qui m'ont dit qu'ils acceptaient qu'on leur donne des dollars. Et le problème, c'est que si vous voulez faire, comme je l'ai dit, si vous voulez faire un road trip en Argentine par exemple avec de l'or, de l'argent ou des bitcoins, et que vous n'avez pas de dollars sur vous, moi je peux vous dire que vous êtes sûr de dormir dehors, hein, et je peux vous dire que vous allez crever de faim et vous allez vite revenir avec des dollars, hein, ça je peux vous le garantir, hein. Après, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que je suis pas non plus en train de décrier l'or, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme vous le savez, je vous ai déjà montré là, moi-même j'ai de l'argent là, et j'ai du bitcoin, j'ai de l'or, des crypto-monnaies, d'accord, et je pense que tout le monde devrait posséder de tout ça parce que c'est des réserves de valeur, mais ce n'est pas un moyen d'échange. Comme je l'ai dit, hein, essayez d'échanger de l'or contre un bien ou un service, et essayez d'échanger du dollar contre un bien et le même service dans un pays émergent. Vous allez voir qu'ils veulent tous du dollar, hein, et que l'or, peut-être qu'ils vous le reprendront aussi, mais genre avec une décote de 50%. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'or, c'est pas un moyen d'échange, c'est juste une réserve de valeur. Par contre, le dollar, c'est une monnaie plus une réserve de valeur.
D'accord. Et tout ça, ça se produit alors que le bilan de la Fed, il a augmenté comme je sais pas combien, que vous avez M2 qui a complètement explosé, que la dette des États-Unis aussi, elle a complètement explosé, et que c'est pareil pour le déficit commercial. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est parce que, comme je vous l'ai déjà dit, et comme Alain Madelin le confirme, c'est parce que le dollar est rare en dehors des États-Unis. Et dans des pays comme l'Argentine, les gens, ils accumulent des dollars. Et en fait, c'est quelque part, c'est ce qu'on appelle, c'est la loi de Gresham, mais avec les dollars. C'est-à-dire que quand vous avez deux monnaies en circulation, les gens se débarrassent de la moins bonne des deux monnaies et gardent l'autre comme une réserve de valeur. Et alors là, moi, je vois bien tous les gens qui écoutent Charles Gave et Tom Benoît et tout, qui vont me dire « Ouais, mais ça c'est juste temporaire, parce que, attention, il y a les BRICS qui arrivent avec leur monnaie basée sur l'or, et ça ce sera le moyen d'échange ultime avec une réserve de valeur, parce que de toute façon, le dollar c'est juste une monnaie fiduciaire, c'est du papier, c'est une monnaie de singe, blablabla. Bla, bla, bla. Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. Mais moi je vous dis les gars, soyez prudents, hein, parce que comme je vous l'ai dit, dans les pays émergents, les gens ne veulent pas de l'or, ou alors avec une décote de 50%. Personne en dehors des économies développées ne veut de l'or, hein. Absolument personne. Alors pourquoi est-ce qu'ils voudraient de la monnaie basée sur l'or des BRICS ? Je dis ça, je dis rien. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la probabilité que le dollar reste la monnaie numéro 1 mondiale dans le monde, c'est la probabilité numéro 1 jusqu'à ce que le système monétaire mondial ne change. Je dis pas que le dollar va rester la monnaie mondiale pendant 300 000 ans, mais jusqu'à ce qu'on ait de nouveau un changement du système monétaire comme ce qui s'est passé en 2011, et j'ai même envie de vous dire, tant qu'il n'y ait pas quelque chose de encore plus grand que 2011, il n'y a aucune raison valable pour que le dollar ne reste pas la monnaie mondiale globale. Et sur ce, moi les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis ciao les complotards.